Salut! La plus grande génération de tous les temps. C'est vraiment une des questions qu'on peut se poser après avoir vu cette campagne de classique et surtout le scénario de ce Paris-Roubaix. Je vais faire mon marchand, mais l'autre fois ça a bien marché. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait vraiment grandir la chaîne et ça me pousse à en faire plus. Dans ce feu d'artifice perpétuel, on a tout de même une équipe auquel on pourrait mettre un point noir. L'équipe qui avant faisait chasse gardée des Flandriennes, l'équipe de Patrick Lefebvre, là, de Koninx, non, la Soudal Quickstep. Là, Soudal Quickstep. Et sur ce Paris-Roubaix, c'est notamment dû à une malchance incroyable. Niki Terpstra, je suis en 2012 moi ou quoi? Les deux leaders qui crèvent sur les deux premiers secteurs pavés, j'ai nommé Casper Asgreen sur le premier et Florence Sénéchal sur le second. Après ces deux crevaisons, ils se regroupent ensemble, ils roulent ensemble, ils vont réussir à rentrer sur le peloton, mais les attaques des favoris surviennent 20 km à peine plus loin, ce qui les tue physiquement, ce qui ne leur permet pas, en fait cette chasse qui leur permet tout simplement pas de répondre aux attaques de Wout van Aert. Étant donné que Florian Sénéchal crève lui une deuxième fois et toutes les crevaisons et toute la malchance qu'ils ont eu sur ces classiques, on peut quand même se poser la question du matériel, de leur matériel. Est-ce que c'était vraiment le bon, celui qui était adapté? Pourtant, l'équipe référence, on peut se poser des questions sur cette année, s'ils ont changé de matériel, est-ce que c'était vraiment bon? Mais la malchance et le matériel ne sont pas les seuls facteurs de la déchéance totale de cette équipe Soudal Quickstep, du fait qu'on n'est pas allé recruter dans cette équipe-là. On a un collectif très fort, Sénéchal, Lampard, Asgreen, mais ils sont là depuis longtemps. On n'a pas renouvelé cet effectif, on n'a pas mis du sang neuf, et aujourd'hui, un collectif fort ne suffit pas face à putain, ça fait 2 fois que je me bug là-dessus. Face à des individualités folles et hyper offensives. Comme la semaine dernière, on a l'édition la plus rapide de l'histoire de Paris-Roubaix. La semaine dernière, c'était l'édition la plus rapide de l'histoire du Tour des Flandres. Ça fait 2-3 années de suite qu'on bat le record. Maintenant, on l'a carrément battu de plus d'1 km/h. Avant, on le battait de quelques centièmes. Là, 1 km/h. Et c'est dû, ce que je disais, à cette génération qui n'hésite pas à lancer les offensives de très loin. On est sorti encore une fois, encore aujourd'hui, à plus de 100 bornes de l'arrivée. C'est Wout van Aert, c'est les favoris, dites-vous, qui ont attaqué à plus de 100 bornes de l'arrivée. La semaine dernière, c'était les outsiders, cette semaine, c'était les favoris. Quand je parle de favoris, je parle de Wout van Aert, de Laporte, de Kung, de Van Der Poel, de Degenkolb, qui a fait un énorme Paris-Roubaix, on n'en parlera pas, donc je vous en glisse un petit mot. Quel Paris-Roubaix incroyable, sa chute, c'est tellement dommage. L'arrivée en larmes, ça crevait le cœur. Mais malheureusement pour John, ça ne sera pas cette année son deuxième Paris-Roubaix. Et donc ces hommes qui s'en vont dans Avelui à Wallers seront rejoints quelques kilomètres plus loin après la trouée d'Arambert par un petit groupe, notamment avec des outsiders favoris, et qu'on peut mettre aussi favoris, comme Ghana, comme Pedersen. Voilà, des mecs hyper solides et des références en la matière. Mais cette trouée d'Arambert, c'est celle qui a tout fait perdre à l'équipe Jumbo-Visma. Et oui, avec la crevaison de Christophe Laporte, la chute de Dylan Van Baarle, les hommes de l'équipe néerlandaise se sont retrouvés à un 2 contre 1 à l'avant avec Dylan Van Baarle, le vainqueur sortant, dans le peloton bien au chaud, à un 3 contre 1, mais en leur défaveur cette fois, au profit de l'aide de Koenig. Et ensuite, ce groupe d'une 10-15aine de coureurs qui collaborent bien à l'avant, qui gardent de l'avance suffisamment sur Christophe Laporte pour pas qu'il rentre, sur le peloton non plus pour pas qu'il rentre, et qui se jouera à l'arrivée. À Roubaix, c'est désormais une certitude. Et le final dramatique à la hauteur, j'ai envie de dire, de cette course et de ce qu'est l'enfer du Nord, avec, comme je l'ai dit, la chute de John Degenkolb au moment où Mathieu Van Der Poel se rabat. C'est vraiment la faute à pas de chance sur ce coup-là, puisque John, il était bien placé, Van Der Poel essaye de passer, et c'est Jasper Philipsen qui se rabat, et qui rabat le néerlandais sur l'allemand. Mais le Belge, il le voyait pas tout simplement, il savait pas qu'il y avait Van Der Poel qui essayait de passer à ce moment-là, Degenkolb non plus. C'est vraiment dommage pour le coureur d'équipe DSM qui cette fois-ci avait une très belle stratégie et qui en plus avait des jambes de feu. Mais passé à tout près de la chute, Van Der Poel ne se refroidit pas et va chercher Wout van Aert qui lui en avait profité, bien qu'il attaquait exactement au même moment. Il en profite, il va le chercher et il profite d'autant plus de la crevaison du Belge pour revenir comme une fusée sur lui, le lâcher à la fin du secteur. Et le Belge qui doit changer de roue arrière, il perd un temps monstre, 25-30 secondes, mais dans les 15 derniers kilomètres de Paris-Roubaix, 30 secondes, c'est fini. D'autant plus quand c'est le plus fort qui est parti à l'avant, même s'il nous a fait quand même des petites frayeurs, il nous a laissé un peu de suspense, hein, Mathieu Van Der Poel, parce qu'il prenait tous ses virages à tombeau ouvert. Hein. Mathieu Van Der Poel, il calculait rien, il était à chaque fois à deux doigts de tomber, et il y a une fois d'ailleurs où il est tout seul devant, il a 30 secondes d'avance, il a juste à gérer, et non, il va se mettre presque à 2 cm de la barrière, et 2 cm, je pense que je suis gentil. Quelle course. Et pour finir, on a donc cette magnifique célébration de Van Der Poel avec Philipsen dans le dos, qui célèbre lui aussi pour son leader, mais Philipsen qui avait un tour de retard et qui décidera d'aller faire la nique à Wout van Aert et de compléter le podium en faisant un doublé. Et le Belge
Wout van Aert de l'équipe Jumbo-Visma, 3e. Une édition de Paris-Roubaix, vraiment, je trouve, qui, moi, restera dans ma mémoire, bien que l'édition de 2021, avec la pluie, etc., était beaucoup plus romanesque, beaucoup plus, voilà, et beaucoup plus de suspense, beaucoup plus de choses, voilà, qu'on ne maîtrisait pas, des facteurs qu'on ne pouvait pas maîtriser, que personne ne pouvait maîtriser. Mais aujourd'hui, je pense que c'est le plus fort qui a gagné, c'est celui qui a attaqué le plus de fois, c'est celui qui a été le plus entreprenant une nouvelle fois. Bien qu'on a quand même ce petit regret de la crevaison de Wout van Aert qui fait qu'on n'aura jamais la réponse qui aurait gagné au sprint sur le vélodrome. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci de laisser un like, un commentaire, de vous abonner. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce Paris-Roubaix, ce que vous pensez de toute cette génération, tout simplement de malade mental, de ce qui se passe en ce moment, un truc de fou là, cette saison des classiques. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous avez pensé de la saison des classiques, de Paris-Roubaix, etc. De l'équipe Quickstep aussi, et de son bilan. Voilà, je vous dis à la prochaine.